dans ce nouveau cours. L'objectif ici sera de déployer un portail de données ouvertes en local, c'est-à-dire sur votre poste de travail, grâce à SICAN. Le concept de données ouvertes ou encore Open Data se rapporte à des données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une structure où les individus, à condition qu'ils aient accès à Internet et à la plateforme, seront capables de venir consulter les ressources, consulter les données. Ils pourront les télécharger, mais ils pourront également en faire ce qu'ils veulent par la suite. Retraiter les informations, les croiser avec d'autres choses, les publier ou les réutiliser autrement. Ça leur appartient. Nous, ce que nous allons faire, c'est mettre en place une telle structure, mais à partir de notre poste de travail. Parce que la mise en place d'un portail de données ouvertes exige une plateforme qui va permettre la publication des données de manière structurée, afin de permettre à ceux qui vont rechercher l'information plus tard de se retrouver facilement, de retrouver l'information facilement, etc. Nous allons nous servir de SICAN, qui est l'une des plateformes les plus populaires et qui, en plus d'être populaire, est complètement libre et gratuite, open source. C'est un puissant système de gestion de données qui va permettre de rendre les données accessibles en fournissant des outils pour rationaliser la publication, le partage, la recherche et l'utilisation des données. Nous avons donc quelques objectifs à atteindre dans ce cours. Oui, l'objectif primordial, c'est de déployer le portail en local, mais nous avons des objectifs intermédiaires. Parmi ceux-là, nous aurons celui d'utiliser un environnement de travail basé sur Linux et particulièrement sur Linux 64 bits. En d'autres termes, si votre poste de travail est 32 bits, même s'il est sur Linux, ce ne sera probablement pas exactement la même démarche qu'il faudra suivre. Si vous avez un poste de travail qui n'est pas du tout orienté Linux, il vous faudra faire certains ajustements, comme par exemple installer une machine virtuelle basée sur Linux d'abord, avant de pouvoir suivre ce que nous allons faire. Et si vous avez également l'intention de développer, de déployer plutôt le portail en ligne directement, la méthode est à peu près la même, c'est même systématiquement la même, puisque la plupart du temps, les plateformes qui sont en ligne sont hébergées sous Linux. La seule différence, c'est que les manipulations que nous allons voir dans quelques minutes, il faudra les faire chez votre hébergeur web au lieu de le faire en local. Mais le concept sera toujours le même. Autre chose, nous allons voir, avant de pouvoir effectivement déployer SICAN et la plateforme dans son intégralité, voir comment installer les services prérequis et comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait les installer. Nous allons installer bien entendu et configurer SICAN. Il y aura beaucoup d'allées et venues entre la ligne de commande et le fichier de configuration de SICAN. Et nous allons finaliser les étapes principales parce que pour que SICAN fonctionne en local, comme dans notre cas, ou même en ligne, il y a juste 3 ou 4 étapes principales à faire. Et ça vous donne le cœur de SICAN, à partir duquel vous pouvez déjà collecter les informations, les publier et permettre aux gens d'interagir avec. Mais il y a des fonctionnalités additionnelles que vous pouvez juxtaposer à votre installation. Il y en a plusieurs, mais on va se focaliser sur quelques-unes. C'est ce que nous appelons les étapes facultatives. Et puis, nous allons vous indiquer comment vous servir des ressources parce que nous avons préparé pour vous un certain nombre de ressources. La démarche qui sera la nôtre sera la suivante. Nous allons d'abord voir comment préparer votre environnement. Si vous avez déjà un poste de travail basé sur Linux, c'est parfait. Si vous avez plutôt, par exemple, une machine virtuelle basée sur Linux, nous allons vous montrer comment l'apprêter pour qu'elle soit en phase avec ce que vous êtes sur le point de faire. Nous allons voir étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire pour installer certains éléments prérequis. Parce que SICAN, pour se déployer, pour fonctionner, aura besoin de certains services ou serveurs comme Apache, Redis, le mode WSGI, que, soit dit en passant, nous allons déployer
sur le même poste de travail, parce que dans un environnement réel de production, parfois c'est plus intéressant d'avoir des serveurs spécialisés. Un serveur Apache d'un côté, un serveur Redis de l'autre, un serveur de base de données à part, etc. Mais nous, dans notre cas d'espèce, tous les éléments seront centralisés sur notre même poste de travail. Bien entendu, on va installer CICAN, on va installer le moteur de base de données autour duquel vont graviter toutes nos manipulations PostgreSQL. Nous allons installer Solar, le moteur de recherche. Et puis maintenant, dans ce qu'on appelle les étapes facultatives, nous allons voir comment est-ce qu'on peut activer le Data Store. C'est une base de données séparée, conjointe à CICAN, à l'intérieur de laquelle ce que j'appelle les pièces jointes, les ressources de vos jeux de données vont être stockées. Ça va permettre, par exemple, de faire des recherches, des requêtes au sein du contenu des ressources. Nous y reviendrons un peu plus tard dans ce cours. On va également voir comment est-ce qu'on peut déployer le Data Pusher, qui est un complément du Data Store, ce qui va permettre à votre installation de repérer parmi vos ressources celles qui méritent une certaine attention, un certain traitement, pour les envoyer automatiquement, sans intervention manuelle, dans le Data Store. Nous allons également voir le concept du File Store, qui est un peu comme la bibliothèque des médias, si jamais vous avez déjà travaillé avec WordPress. Puis nous allons voir tout système, toute plateforme a besoin d'utilisateurs, d'administrateurs, c'est pas n'importe quels utilisateurs. Ils ont besoin d'utilisateurs qui vont permettre de faire vivre la plateforme, qui vont l'administrer. Nous allons donc voir comment est-ce que vous pouvez faire pour les créer, parce que le principe est un peu délicat. Il y aura beaucoup d'allées-venues entre, comment est-ce qu'on appelle ça, le terminal, la ligne de commande et votre environnement de travail. Et puis pour finir, nous sommes francophones et CICAN vient par défaut en anglais, mais nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire pour transformer CICAN en français. Alors, la traduction de CICAN n'est pas parfaite, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments de base qui pourront probablement vous convenir si vous souhaitez avoir un environnement de travail francisé. Ce cours est un peu spécial, il ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, mais les personnes qui sont particulièrement ciblées par ce cours-ci, ce sont celles qui ont un intérêt prononcé pour les données ouvertes et pour les portails, et qui souhaiteraient être capables d'en déployer un. On peut déployer des portails de données avec différents types de systèmes, même avec WordPress c'est possible, et avec plein d'autres systèmes, mais nous allons nous focaliser sur CICAN. Donc ce cours est véritablement fait pour vous. Si en plus d'être intéressé par les portails, les données ouvertes, vous avez l'intention de les déployer à partir de CICAN. La grande majorité, pour ne pas dire la totalité des opérations que nous allons faire vont s'effectuer à partir de Linux. Si vous n'avez pas un système d'exploitation Linux, ce n'est pas grave parce que vous pouvez installer Linux sur votre poste de travail. Nous avons des ressources qui vont vous montrer ou du moins vous aiguiller dans la bonne direction sur comment le faire. Mais si travailler sur Linux n'est pas le problème, mais c'est plus, en fait, vous n'êtes pas en phase avec le système d'exploitation Linux tout court, il se peut que ce cours ne soit pas en résonance avec vous parce que tout ce que nous allons faire va tourner autour de Linux. Alors, nous allons vous offrir des ressources qui pourront vous permettre de passer au travers de cela. Mais si vous ne vous retrouvez dans aucune des catégories que nous venons de mentionner, il se peut très bien que ce cours ne vous convienne pas du tout. Autre chose, bien que le monde des données ouvertes et de Linux soit un monde un peu spécialisé, où la plupart des personnes qui s'y retrouvent ont un certain vécu, il se peut très bien que vous soyez complètement néophyte par rapport à tous ces éléments. Donc, pendant le processus d'installation, nous allons apporter certaines explications.
voici donc dans Linux Mint 18.3, encore appelé Sylvia. Nous allons procéder à l'installation de Cycane dans sa version 2.8 sur un système 64 bits en nous servant des fichiers qui sont dans les packages. On va donc se connecter à notre système et puis nous allons ouvrir le terminal. Alors, il s'agit d'une distribution Linux. Je suppose que si vous voulez utiliser Cycane, vous êtes relativement à l'aise avec les distributions Linux dans leur ensemble. Mais on ne sait jamais. Il se pourrait que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise avec. Si tel est le cas, nous vous proposons sur notre site web quelques ressources qui pourront vous permettre de vous familiariser un peu avec Linux et tout ce qui tourne autour. Alors nous avons une quête que vous pourrez trouver à partir de la page d'accueil qui s'intitule « À la conquête de Linux ». Donc dans cette quête-là, nous avons abordé un certain nombre de choses sur l'utilisation de Linux. Et vous pourrez avoir un peu plus d'informations au sujet du fonctionnement de Linux, éventuellement comment l'installer si jamais vous avez un système qui n'est pas Linux, mais vous pouvez quand même déployer Linux et Cycane, le cas échéant, sur votre système. Donc n'oubliez pas, c'est une série qui s'intitule « À la conquête de Linux » et c'est disponible sur sokawakata.com. Nous sommes donc ici sur Linux Mint 18.3. C'est la version Sylvia et Linux Mint 18.3 utilise la même base de fichiers que Ubuntu 16.04. Nous avons utilisé une base de fichiers du type LTS, c'est-à-dire long support, parce que les bases de fichiers classiques de Ubuntu ont un support de 2 ans, tandis que celles qui sont de type LTS ont un support de 5 ans. Alors celle de la 16.04 arrive à échéance en 2021 et c'est celle qui, d'après la documentation, est la plus optimale pour Cycane 2.8 que nous allons installer. Avant de procéder à l'installation de Cycane proprement dit, nous allons commencer par nous assurer que notre système est à jour. Sur les systèmes orientés Debian, ça se passe en utilisant la commande sudo apt-get. Alors on utilise sudo parce que c'est une commande qui nécessite les privilèges d'utilisateur. Et la commande c'est apt-get update. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller interroger les sources, ça va aller interroger les dépôts auxquels votre système est branché. Et ça va vérifier que les sources sont à jour. Si elles ne sont pas à jour, elles vont être mises à jour. Très bien. Maintenant que nous nous sommes assurés que notre système est à jour, on va procéder à l'installation des prérequis. Les prérequis, c'est des paquets, c'est des logiciels si vous voulez, qui vont venir paver le chemin pour Cycane. Parce que lorsque Cycane va venir s'installer, il a besoin de trouver un environnement et certains services déjà actifs. Parce que Cycane tout seul, il ne sert pas à grand chose. C'est vraiment parce qu'il utilise d'autres services ou applications qu'il fonctionne tel qu'il doit fonctionner. Alors pour cela, nous allons installer en utilisant toujours sudo pour invoquer les super pouvoirs, apt-get install, on va lui adjoindre l'option -y et on va installer un certain nombre de paquets. On va les lister tous sur une même ligne pour que ce soit plus rapide. Alors on va installer Apache 2, on va mettre un espace. On va installer une librairie qui nous permet de gérer le mot WSGI. Alors il s'agit de lib apache 2-mode-WSGI. Alors si vous ne savez pas d'où viennent tous ces noms, vous pourrez toujours consulter la documentation officielle de Cycane. On va installer une autre librairie, libpq5. Et finalement, on va installer le serveur Redis, ainsi que le cœur de Git, parce que Cycane
utilise beaucoup les Git, ce sera facile pour certaines de nos autres manipulations. Alors, lorsqu'on s'est satisfait, après avoir mis en paramètre le nom des différents logiciels que nous voulons installer, on peut donc valider en appuyant sur la touche Entrée. L'installation va s'effectuer. On peut constater ici que, au-delà des fichiers que nous lui avons demandé d'installer, il va installer d'autres éléments pour garantir, par exemple, que les dépendances sont satisfaites et que tout ce que nous voulons fonctionne correctement. Nous sommes arrivés ici au terme de cette installation et nous pouvons constater que ça semble s'être passé normalement. La prochaine chose que nous allons essayer d'installer avant d'aller chercher le CICAN proprement dit, c'est le serveur NGINX ou Nginx, je ne sais pas trop comment est-ce que ça se prononce. Le problème, c'est que parfois il se partage la vedette avec Apache 2 et si certaines mesures ne sont pas prises, ils peuvent avoir de la difficulté à cohabiter. Donc avant de procéder à l'installation, on va d'abord interrompre Apache. On va envoyer Apache faire un peu dodo. Alors pour cela, sudo apt-get Apache 2 et on va l'arrêter. Stop. Oups. Sudo. Ah, désolé. Sudo service Apache 2 stop. En général, sur Linux, quand rien n'est écrit, c'est que tout s'est bien passé. Pardon, excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Et on va procéder donc à l'installation du service Nginx. Sudo apt-get install -y et puis on va installer Nginx, bon bref. Et l'installation va donc s'effectuer. Dépendamment de, comment dire ça, d'à quel moment est-ce que vous avez saisi votre mot de passe, après les invocations des commandes d'installation, il se peut qu'on vous demande le mot de passe. Mais comme on vient de rentrer le mot de passe, il ne nous le demande pas. Prochaine étape, on peut donc récupérer les fichiers de CICAN. On va donc pour cela aller chercher dans les dépôts de cican.org, dans le sous-domaine packaging, la version 2.8 qui est vraiment rattaché à Xenial Xeros. Alors le paquet c'est python cican 2.8-xenial _amd64.deb. On va donc l'appeler. C'est un fichier relativement costaud, 211 mégas. On va donc attendre qu'il soit récupéré dans son intégralité. Nous arrivons bientôt au terme. Très bien, le fichier a donc été téléchargé. En ce moment, je suis ici dans mon répertoire personnel et c'est donc à cet endroit que le fichier a été téléchargé. On peut rapidement le vérifier. Alors on peut constater que dans mon dossier personnel, Python cican est bel et bien là. On va le déplacer, on va le mettre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le laisser là pour la suite des opérations. C'est juste que moi, je préfère classer un peu les fichiers. Alors ici, on va mettre 2.8. On va mettre ça ici là. Donc j'ai mis mon fichier dans le dossier 2.8 de cican qui lui-même est dans les téléchargements. Alors pour la suite du processus, il faudrait que vous soyez au même endroit que le fichier que vous avez téléchargé. Donc je vais donc cliquer avec le bouton droit ici et ouvrir cet emplacement dans le terminal, ce qui me permet d'être au même endroit que se situe le fichier que, voyons donc, que j'ai téléchargé.
La deuxième grande série de manipulations que nous allons effectuer dans notre quête de mise en place d'un serveur SICAN sera de déployer la base de données PostgreSQL parce que c'est à l'intérieur de cette base de données-là que je pourrais dire l'intégralité ou la quasi-totalité de nos données vont être conservées. Donc il est vraiment primordial que cette base de données-là, ce moteur de base de données soit installé. Donc nous allons mettre un peu de petit bug. Nous allons tout simplement ouvrir un nouveau terminal. Très bien. Donc, prochaine étape, ce sera Postgres que nous allons attaquer. Donc pour cela, sudo, comme d'habitude, apt-get install. On ajoute l'option "-y". Et là, on va juste installer le paquet PostgreSQL. C'est comme MySQL, mais je ne vais pas déclencher une guerre mondiale en disant que c'est plus performant, mais ça a des aspects que MySQL ou MariaDB n'ont pas lorsqu'il faut gérer toutes les interactions que SICAN aura à manipuler. Nous allons donc procéder à l'installation. On rentre notre mot de passe. Oups, je pense que j'ai écrit n'importe quoi. Oh oui, c'est parfait. Alors, en plus, PostgreSQL va installer ces autres éléments-ci. Alors ici, nous avons une erreur par rapport à l'encodage. Ce n'est pas critique, mais ça peut être délicat dans la mesure où, dans notre cas, nous utilisons le français canadien et parfois ça peut déranger un tout petit peu. Et l'un des éléments qui est intéressant avec l'installation de paquets avec le terminal, c'est que ça permet d'avoir des informations précises sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas du tout. Donc ça peut permettre de détecter des erreurs ou des anomalies, de savoir exactement les étapes qui ont été effectuées. Et là, on peut constater qu'il a créé un nouveau cluster. Et là, il a les fichiers de configuration de données. On peut également voir ici que ce qu'il a installé, c'est Français Canada UTF-8. On peut voir également le port. Ce sont des choses que l'on sait, mais les voir dans le terminal reste toujours pertinent. Prochaine étape, on va s'assurer que notre système a été installé correctement. Pour cela, on va interroger Postgre pour voir ce qu'il a déployé comme base de données. Donc, -u, PostgreSQL. Alors, l'utilisateur qui va faire cette interrogation, c'est PSQL. Je pense que cet utilisateur a été créé quelque part. Je pense avoir vu ça, mais bref. Allons-y. PSQL-L. J'ai mal écrit, donc c'est Postgre, tout simplement, PSQL-L, ok. Très bien. Donc là, on peut voir qu'il a bel et bien créé la base de données. On peut également se rendre compte que l'encodage UTF-8 est bel et bien actif. Dans notre cas très spécifique, c'est le français canadien qui est installé. Et on a également les informations sur les privilèges d'accès pour chacun de ces individus, pour chacune de ces bases de données-là. Donc, à ce niveau-ci, nous sommes, j'allais dire, peinards. Ce que nous allons donc faire maintenant, c'est de créer un utilisateur qui aura accès
à la base de données et nous assurer que cette base de données-là va s'appeler Sican Default parce que, en fait, vous n'êtes pas obligé de lui donner le nom Sican Default, mais si vous voulez suivre les recommandations de la documentation, bah, ce sera beaucoup plus simple à faire de cette manière-là. Donc, on y va. On va donc créer un utilisateur et puis on va lui donner donc ce nom. La démarche étant tout simplement de créer d'abord l'utilisateur. En fait, on aurait pu faire l'inverse, mais bon, c'est plus simple de créer l'utilisateur dans le système et puis par la suite de créer la base de données et lui donner après les accès sur cette base de données-là. On aurait pu utiliser l'utilisateur système Postgres, c'est possible. Certains vont donner les accès à root. C'est juste que d'un point de vue sécurité, ce n'est pas l'idéal. Alors, on va mettre le mot de passe pour le nouveau rôle, c'est-à-dire pour Sican Default. Et on va revalider ce même mot de passe. Très bien. Maintenant que l'utilisateur a été créé, que son mot de passe a été défini, on peut créer la base de données sur laquelle il aura des pouvoirs. Alors la base de données dans la documentation, dans les configurations de base, s'appelle Sican Default également. C'est donc ce que nous allons faire avec cette commande. On va invoquer la création de base de données et on va lui dire de l'appeler Sican Default et on va donner tous les pouvoirs à Sican Default et s'assurer par la même occasion qu'il s'agit bel et bien de l'encodage UTF-8. Très bien. On va vérifier une fois de plus la liste de nos, comment est-ce qu'on les appelle, de nos bases de données. Et on peut constater que Sican Default a bel et bien été créé, possédé ou alors piloté ou alors sous la supervision de Sican Default, encodage UTF-8. Dans notre cas particulier, c'est le français canadien. Très bien. Nous aurons besoin que Sican puisse communiquer avec PostgreSQL. C'est la raison pour laquelle dans les fichiers de configuration de Sican, il faudrait qu'on se rassure qu'il voit notre base de données que nous venons de créer. Donc pour cela, nous allons ouvrir grâce à un éditeur de commande, un éditeur de texte. Dans notre cas, c'est XZ. Est-ce que c'est bien XZ? Voyons voir. Accessoires, éditeur de texte. Voyons donc. Oui, c'est XZ. Mais dépendamment de ce que vous avez comme éditeur, ça pourrait être Genie, ça pourrait être Vim, ça pourrait être MouseEdit, je ne sais pas trop. Dans notre cas, c'est XZ. Et on va donc mettre en paramètre l'adresse du fichier que nous devons ouvrir. Donc en général, si vous avez utilisé les configurations de base de Sican, ça devrait se retrouver dans etc. Sican. Troisième étape, nous allons installer le serveur Solar. Alors, Sican, proprement dit, n'a pas besoin de Solar pour fonctionner pleinement. C'est juste que Solar, c'est une sorte de moteur de recherche et il peut permettre d'utiliser sa puissance et sa flexibilité pour qu'on puisse interagir plus facilement avec les jeux de données qui sont dans Sican. Dans le cas de la machine que nous sommes en train de déployer, nous avons décidé de configurer sur le même serveur, sur la même machine en fait, tous les serveurs. Dans la réalité, dans un serveur de production, ce sera probablement séparé pour partager la charge, pour éviter certains autres soucis, etc. Mais nous allons tout installer au même endroit. Donc, pour cela, nous allons
installer d'abord Solar. Le nom du paquet c'est solar-gt et nous allons donc les sudo apt-get install. Alors ils viennent avec beaucoup de choses, c'est basé sur Java, donc c'est pour ça que vous voyez plein de fichiers Java, OpenJDK, vous avez JRE, bref, c'est vraiment tout ça. On va juste attendre que l'installation s'achève. Comme il y a beaucoup de paquets intermédiaires qui ont été installés, donc l'installation prendra un peu plus de temps. Mais nous arrivons déjà bientôt à la fin. Ça peut donner le tournis de voir toutes ces choses écrites, mais il faut prêter attention parce que parfois il peut y avoir des erreurs qui ne sont pas de votre faute nécessairement, mais ça peut être la configuration de votre système, ça peut être des paquets pas à jour ou plein de choses. Donc, il faut faire attention à ce qui est écrit. Là, tout semble correct, il ne semble pas y avoir d'erreur en particulier. Et pourquoi aussi c'est important? Parce que parfois, si vous avez le bon message d'erreur, vous pourrez retrouver facilement la réponse sur Internet ou dans les forums spécialisés. Alors ici, user share GT8. Est-ce qu'il nous dit où est-ce que c'est installé? Pas nécessairement, il va falloir peut-être qu'on aille chercher. En général, GT est installé, du moins les fichiers de configuration de GT, ils sont dans etc. On va voir si on peut les retrouver. Donc maintenant que c'est installé, ça a l'air correct. On va aller, comment dire ça, dans les fichiers de configuration, dans l'environnement terrible de configuration. Si vous avez suivi notre cours sur Linux, default. Donc on va aller dans etc. Et dans etc. on va prendre le dossier default. Et dans le dossier default, ok, on a le fichier qui nous intéresse, GT8. Alors, il faudrait que nous changions certains éléments ici à l'intérieur de ce fichier pour nous assurer que SYCAN et Solar communiquent de la bonne manière. Alors, on a retenu, c'est dans etc. default et c'est GT8. Donc, ce qu'on va faire, c'est sudo, parce que c'est un endroit protégé. On va appeler notre éditeur de texte et on va donc donner le chemin complet. Default GT8. Alors, il nous dit bien que nous sommes en train d'utiliser les privilèges élevés et on va changer un certain nombre de variables. Alors, la première variable que nous allons changer, voyons donc. Alors, première chose, no start, on va le laisser à 0. C'est correct. Il n'y a pas de dièse ici, donc c'est parfait. Deuxième élément, c'est GTHost. Ici, c'est commenté, c'est-à-dire que ça ne peut même pas démarrer. On va donc... Alors, moi, personnellement, je préfère laisser les valeurs par défaut telles quelles, et je mets juste en dessous ce qui doit être mis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que GTHost, on va lui donner l'adresse 127.0.0.1. Et maintenant, GTPort 8080, vous voyez que c'est commenté. Ça veut dire que ça ne peut même pas fonctionner de toute façon. Donc moi, je vais mettre ici en dessous
le port recommandé par la documentation soit 8983. Ça fait que si jamais j'ai cassé quelque chose, je pourrais toujours revenir aux valeurs par défaut parce qu'elles sont toujours dans le fichier. J'aurais juste à effacer ce que moi-même j'ai mis. Et ce que j'aime aussi faire lorsque je change quelque chose, c'est de rajouter ici, comment est-ce que je peux dire ça? De rajouter en commentaire l'information selon laquelle j'ai fait la modification. Par Soka, le 2020-04-14. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à retrouver. Alors, je suis peut-être en train de trafiquer quelque chose de fantastique. Vous savez quoi? Je vais mettre ça ici devant, comme ceci. Parce que je ne sais pas s'il interprète comment il interprète le dièse après la valeur. Alors je ne vais pas prendre de chance. Très bien, donc je vais enregistrer. Et là, on va fermer ceci. Maintenant que nous avons mis à jour le fichier de configuration de JT, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste redémarrer notre serveur. Donc, ce sera sudo service, parce que c'est un service, JT. Nous sommes sur Ubuntu 16.04, pas Ubuntu 7.04, mais un dérivé de Ubuntu 16.04. Donc, chez nous, c'est JT8. Et on va le redémarrer. Restart. On lui donne le temps de redémarrer, ce qu'il a fait. Et on va donc pouvoir tester pour voir si tout s'est passé à peu près comme il fallait. Nous allons donc essayer d'invoquer curl et voir si ça affiche quelque chose. Alors, pas curl, plutôt solar, et voir si ça affiche quelque chose. On peut utiliser la commande suivante, curl. On donne l'adresse de notre serveur. Bon, ça c'est surtout si vous êtes sur un serveur qui n'a pas d'interface graphique. Localhost. On a changé le port du serveur tout à l'heure, c'est devenu 8983. Et là, on va mettre le dossier Solar. Ça fonctionne pas. Ouvrons voir ici un navigateur. Et allons voir sur http localhost 2.8983/solar. Et là, on peut donc voir le message apparaître, ce qui nous prouve que Solar fonctionne bel et bien et que nous n'avons pas mis en place des paramètres dangereux. Alors, très bien. La prochaine étape va donc être pour nous de changer la position, l'emplacement du fichier de départ, du schéma de départ, et de lui affecter un raccourci. Alors pour cela, on va juste utiliser les commandes suivantes. Ce qui va nous permettre de déplacer, plutôt dans notre cas de renommer,
le fichier de configuration de Solar qui s'appelle schema. On va lui donner un autre nom, .back, ça aurait pu être .soca, tout ce que vous voulez. Ça vous permet d'avoir un fichier de type backup, c'est-à-dire que si jamais vous ratez complètement la configuration, vous pourrez juste remettre ce fichier-ci à sa place. Nous avons certaines informations dans notre fichier de configuration à finaliser, ainsi que la base de données à créer. Nous allons donc nous diriger dans notre fichier de configuration qui se trouve dans etc. Sican default et s'intitule production.ini. Et nous allons changer certains éléments à l'intérieur, comme par exemple l'ID de notre site web. Alors, on va chercher CTRL F site _ID. Il est important que les valeurs que vous allez mettre ici, là, soient cohérentes d'un bout à l'autre. Ça fait que si vous ne savez pas ce que vous allez mettre, ou alors où est-ce que ces valeurs-là vont intervenir, je vous recommanderais de laisser ça tel quel. Dans Sican Site ID, on va laisser ça tel quel. Sican Site URL aussi, vous allez le renseigner en fonction de ce que vous souhaiteriez faire avec votre système. Pour les besoins de la démo, nous allons le laisser tel quel. Si par exemple vous voulez, comment dire ça, mettre votre site, que votre site soit accessible, il faudra paramétrer votre environnement pour que l'URL que vous allez définir puisse être accessible à partir de votre réseau ou bien à partir d'Internet éventuellement. Alors ici pour les besoins de la cause, nous ici nous allons mettre http sican28.local. Pour le site ID, pour les paramètres de recherche, nous allons laisser default pour ne pas avoir à trafiquer Solar dans tous les sens. Alors ici là c'est correct. Nous allons donc sauvegarder notre fichier et nous allons fermer. Prochaine étape, nous allons initialiser la base de données de notre système. On va invoquer donc les super pouvoirs. Nous allons passer maintenant à l'installation du Datastore. Le Datastore, c'est une extension, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rajouter des fonctionnalités à votre, à votre installation de Sican. Vous n'avez pas absolument besoin du Datastore parce que Sican, au stade où nous en sommes, fonctionne déjà plus ou moins correctement. Mais ce que le Datastore va faire, c'est que c'est une extension qui va fournir une base de données additionnelle. C'est pas la base de données de Sican proprement dit, c'est une base de données séparée. C'est une base de données additionnelle à l'intérieur de laquelle les données structurées vont être conservées. Et ces données structurées, d'où proviennent-elles? Elles proviennent des ressources. Les ressources, voyez-les un peu comme les pièces jointes que vous allez associer à un jeu de données. Donc ça peut être des fichiers Excel, ça peut être, en général, ça marche bien avec les fichiers Excel, mais ça peut être tout genre de fichiers. Donc ça va créer des données structurées à partir de ces ressources-là. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez créer un jeu de données et que vous allez lui ajouter des ressources, les informations contenues dans les ressources vont être extraites et vont être stockées dans le Datastore. Lorsque c'est extrait de cette manière, ça va vous permettre parfois d'avoir des aperçus de ces données-là lorsque vous serez sur la page des ressources. C'est-à-dire, vous avez par exemple un jeu de données qui parle, je sais pas moi quoi, du nombre de
d'infection au coronavirus en 2019-2020 par exemple. En principe, si vous n'avez pas le Datastore installé, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez accéder au jeu de données, il vous faudra télécharger la ressource sur votre ordinateur, ouvrir la ressource peut-être avec Excel ou Google Sheets ou n'importe quel autre logiciel avant de voir les informations qu'il y a contenues à l'intérieur de cette ressource-là. Lorsque vous avez le Datastore, ce qui va se passer, c'est que à partir même de l'interface qui vous permet de voir les ressources sur SICAN, vous pourrez avoir un aperçu. Vous n'aurez pas toutes les informations, mais vous aurez quand même un aperçu des données. Donc, si le tableau a 2 lignes, 3 lignes, 5 colonnes, 10 colonnes, vous serez capable de l'apercevoir. Installer le Datastore vous permet également de mettre en place l'API du Datastore. Et cette API du Datastore peut vous permettre de faire de la gestion de base de données pratiquement parce que vous serez capable de filtrer des informations, de rechercher les informations qui sont à l'intérieur. La prochaine étape de notre démarche va consister à créer une base de données pour accueillir le Datastore. Alors si on examine les bases de données que nous avons dans le système pour le moment, on va se rendre compte que nous avons Postgres, Template 0, Template 1. Nous ne tenons pas compte de ces 3 bases de données parce qu'elles sont venues avec l'installation de Postgres. Par contre, celle que nous avons créée s'appelle SICAN Default. Nous avons également un utilisateur qui s'appelle SICAN Default que nous avons créé et nous avons fait de SICAN Default le propriétaire de cette base de données-ci, qui s'appelle aussi SICAN Default. Bon, tout est en UTF-8, ça facilite notre tâche pour les problèmes d'internationalisation, les accents et tout le reste. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de créer une autre base de données pour accueillir les données du Datastore. Les données du Datastore ne sont pas structurées tout à fait de la même manière que celles de SICAN. C'est pour ça qu'on va créer une autre base de données. Et dans le cas spécifique de ce cours-ci, la base de données du Datastore et la base de données de SICAN sont hébergées sur le même serveur. Dans un vrai environnement de production, il se peut très bien que vous ne vouliez pas faire ça du tout pour des raisons de redondance, de sécurité, de stabilité, etc., etc. Mais nous sommes dans un environnement de développement, de test. Donc, on va un peu passer au-dessus de cette considération-là. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un utilisateur pour, comment dire ça, pour le Datastore, qui sera en lecture seule. Mais après, nous allons créer la base de données, comment est-ce qu'elle s'appelle, pour le Datastore. Et nous allons nous assurer que l'utilisateur SICAN Default en est le propriétaire. Donc, première étape, nous allons créer l'utilisateur Datastore Default. On va mettre le mot de passe pour l'utilisateur Datastore Default. Faites bien attention, ce n'est pas votre mot de passe parce que si vous êtes nouveau sur Linux, il demande souvent les mots de passe à tort et à travers. Là, c'est bel et bien le mot de passe de l'utilisateur Datastore Default qu'il faut renseigner. On va retaper. Alors, c'est le mot de passe de l'utilisateur Datastore Default, c'est pas le mot de passe de l'utilisateur SICAN Default. Donc, il faudrait que vous ayez un carnet à la limite, en fait un carnet, que vous structuriez un peu ces mots de passe pour ne pas vous mêler à l'intérieur dans cette gestion des accès. Maintenant que l'utilisateur a été créé, on va créer la base de données éponyme, la base de données qui va vraiment accueillir les données du Datastore. Alors, en suivant la documentation, nous allons l'appeler Datastore Default. Elle également sera en UTF-8, mais on va s'assurer que ce soit SICAN Default qui en soit le propriétaire. Très bien. Donc, si on examine maintenant, on peut se rendre compte que si on ne tient pas compte des 3 bases de données qui sont venues par défaut, nous avons donc une base de données SICAN Default, dont le propriétaire c'est l'utilisateur SICAN Default, et nous avons notre base de données Datastore Default, dont le propriétaire est également SICAN Default.
on va maintenant nous assurer que dans le fichier de configuration, SICAN sait comment communiquer avec notre nouvelle base de données. Donc pour cela, on va repartir dans le fichier de configuration, qui dans notre cas se trouve dans etc. SICAN default et qui s'intitule production.ini. Et puis nous allons chercher tout ce qui est en rapport avec le data store. Alors ici, vous pouvez constater que dans les paramètres de la base de données, Database Settings, il existe deux lignes qui vont nous permettre d'interagir avec le data store. Une ligne qui va nous permettre d'écrire à l'intérieur du data store, c'est-à-dire que le système va aller injecter les informations dans le data store, et une autre ligne de connexion qui nous permet de lire les informations depuis le data store. Mais c'est commenté à cause du dièse qui est ici devant. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons retirer le dièse, les dièses. Est-ce qu'on peut dire qu'on va les bémoliser? Je ne sais pas, mais bref, on va retirer les dièses qui sont là. Ça, c'est la première chose, ça fait que ces instructions seront interprétées. Et autre chose, il va maintenant falloir renseigner les mots de passe ici. On ne va pas toucher au nom des bases de données parce que notre base de données s'appelle bel et bien Data Store Default. Mais par contre, le mot de passe ici, on va les renseigner. Alors moi, pour les besoins de la cause, j'ai pris pour chaque utilisateur, son mot de passe est égal à son nom d'utilisateur tout simplement. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas la manière la plus sécurisée de faire les choses, mais c'était pour garder le principe simple. Alors, il faut que je vérifie bien. Data Store Default, le mot de passe, c'est Data Store Default. Ne faites pas ça chez vous. Mettez des mots de passe extrêmement sécurisés. De toute façon, le mot de passe est en clair dans le fichier de configuration. Donc, non seulement il doit être sécurisé, mais vous vous assurez que ce n'est pas n'importe qui a accès au fichier de configuration. Mais je ne vais pas entrer dans les débats parce que si vous utilisez un outil comme SICAN, c'est probablement parce que vous voulez faire un portail ouvert. Qui dit portail ouvert dit données ouvertes. Donc si les données sont ouvertes, c'est que vous n'avez rien à cacher. Mais il n'en demeure pas moins que si tout le monde connaît les noms d'utilisateurs, les mots de passe, il y a des gens qui vont trafiquer les données même si elles sont ouvertes, il n'y a rien à cacher. Bon bref, ça c'est tout un débat. Je vais m'arrêter là. Donc, quand vous avez terminé avec la modification, que vous êtes assuré que c'est juste, vous pouvez enregistrer, puis fermer le fichier de configuration. C'est un fichier délicat, il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans, il faut faire attention à ce que vous changez à l'intérieur. Alors, la dernière étape, en fait, l'une des dernières étapes, sera maintenant d'affecter les bonnes, comment est-ce qu'on les appelle, les bonnes permissions un peu partout au niveau de la base de données. Alors ici, nous avons examinons maintenant une autre extension qui est complémentaire au Data Store, qui elle également n'est pas indispensable, mais qui peut s'avérer utile, c'est le Data Pusher. Alors le Data Store, nous avons compris que c'est une extension qui permet d'extraire le contenu des ressources, je les appelle les pièces jointes, pour pouvoir être capable de les interroger, de faire des recherches à l'intérieur, des queries, c'est quoi, des requêtes, etc. Mais il faut rajouter les informations dans le Data Store. Or, nous allons interagir avec des données de tout genre et on pourrait oublier, on pourrait manquer de le faire à certains moments. Le Data Pusher, ce qui se passe avec lui, c'est que si on a certains formats, donc par exemple, notamment les formats CSV ou Excel, il sera capable d'automatiquement les ajouter au Data Store. C'est pour ça qu'on l'appelle Data Pusher, parce qu'il va pousser les données, dans le Data Store automatiquement,
sans qu'on ait besoin de le faire manuellement, à condition bien sûr que ce soit les données d'un certain type. Nous allons donc installer ceci. Nous allons utiliser la procédure d'installation pour les environnements de production, parce qu'on va se comporter comme si notre environnement actuel est un environnement de production. Alors vous voyez bien qu'ils disent dans la documentation que le Datastore doit être installé afin de faire tout ceci. Donc si vous n'avez pas encore le Datastore installé, ça ne marche pas. Bon, et qui dit Datastore installé dit SICAN installé également. Donc nous allons aller à cet endroit. Et là, ils nous disent qu'à partir de la version SICAN 2.2, surtout si on a installé au travers de l'installation par paquet, le data pusher est déjà à l'intérieur du système. Donc on n'a pas besoin de suivre toute cette procédure-ci qui est un peu intense. On va donc se diriger au niveau de la configuration qu'il faut apporter à SICAN pour qu'il intègre, il ou elle, ça dépend de si vous pensez que SICAN est il ou elle, de manière à ce que SICAN intègre donc le data pusher. On va cliquer dessus et on va donc suivre ces instructions-ci. Oui, parce que si vous prenez la capsule en cours, nous allons installer SICAN 2.8, version 64, dans un environnement 64 bits. Donc, nous sommes bien au-dessus de SICAN 2.2, donc c'est ce qui nous concerne. Alors, ce qu'il nous faut commencer par faire, c'est accéder au fichier de configuration de SICAN et lui indiquer à quelle adresse est-ce que le data pusher va être actif, à quelle adresse est-ce qu'il sera en train d'écouter. Donc, on va ouvrir notre terminal et nous allons appeler notre fichier de production, de configuration de production. Et là, nous allons donc chercher datapusher.url, CTRL F, datapusher.url, c'est bel et bien ici. Ici, on a toute la séquence des variables pour le data pusher. Alors, nous allons commencer par enlever le dièse qui est là. Data pusher URL, on va le laisser tel quel. Ça veut dire qu'il va écouter au niveau du port 8800. On peut également directement, non, suivant la documentation, pas à pas, c'est mieux. Mais je voulais vous dire que on pouvait carrément directement supprimer pour indiquer au système quels vont être les formats qui vont déclencher le comportement ou alors le mécanisme du data pusher. Mais allons-y étape par étape. Donc, on va fermer. Prochaine étape, il faudrait que le data pusher, pour que le data pusher marque que sican.site.url soit déjà défini. Bon, ça nous l'avions déjà fait. J'aurais pas dû fermer par contre le fichier. Ok. Alors si vous avez suivi tout depuis le début, pardon, vous savez que nous l'avons fait. Nous l'avons fait ici. Alors cette adresse, vous allez l'ajuster en fonction de vos paramètres, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre environnement. Nous, dans notre cas présent, c'est comme ceci que nous voulions que ça fonctionne. Alors, prochaine étape, ils disent SICAN 2.2 and above. Alors, ils nous disent que pour déclarer, au niveau de la déclaration des extensions, si on a SICAN 2.2 ou supérieur, il nous suffit juste de rajouter data pusher dans la liste des extensions. Alors ici, voici notre liste d'extensions. On va juste rajouter ici data pusher, tout simplement. Alors moi je les mets les uns en dessous des autres comme ceci parce que c'est plus clair à identifier, à lire. Mais habituellement c'est les uns à la suite des autres sur la même ligne qu'ils sont. Ok. C'est juste que ici c'est plus facile à débugger. Si quelque chose ne marche pas, on peut rapidement mettre le commentaire pour le bloquer, etc. Bon bref, chacun sa technique. Chaque fois que vous faites une modification, vous sauvegardez. Très important.
Maintenant, après avoir fait tout ceci, il nous faut redémarrer donc Apache, qui dans le même temps va nous faire redémarrer également notre serveur. Je pense que je vais finalement ouvrir peut-être 2 fenêtres. Très bien. Prochaine étape. Prochaine étape. Alors, SICAN 2.1, nous ne sommes pas concernés. Et nous sommes à la fin. Bon, c'est tout. Revenons. Il me semble qu'ils ont oublié quelque chose. Ouais, il me semble qu'ils ont oublié quelque chose. Nous allons donc corriger cela. Alors, comme j'avais eu l'intuition tout à l'heure, nous y sommes presque. Ce qu'il nous reste à faire avant d'avoir un système local de SICAN pleinement fonctionnel, c'est de mettre en place le File Store. Alors le File Store pourrait être vu comme l'uploader, pas le téléchargeur mais l'uploader. C'est un système, un mécanisme qui va permettre aux utilisateurs de charger les fichiers à l'intérieur de SICAN. Vous avez un jeu de données qui a des ressources et vous voulez que ces ressources, ces pièces jointes-là aient un certain nombre de fichiers, peut-être des fichiers zip, des fichiers CSV, etc. Vous voulez être capable donc de permettre à SICAN de recevoir ces fichiers-là. Il faudrait installer le File Store. Et ça passe par un certain nombre de manipulations, comme par exemple définir dans quel endroit du système est-ce que les fichiers vont être conservés. C'est un peu comme une voûte, un dépôt à l'intérieur duquel toutes les pièces jointes vont être gardées et là où SICAN va aller les chercher pour pouvoir les utiliser. Si vous avez déjà utilisé le système de gestion de contenu WordPress, c'est un peu comme le mécanisme qui gère la bibliothèque des médias. C'est à peu près... parce que dans la bibliothèque des médias, oui, il y a les photos, mais vous pouvez mettre des fichiers PDF, vous pouvez mettre des vidéos si vous voulez mettre vos vidéos en local, etc., etc. Donc c'est à peu près ce que nous allons essayer de faire. Alors pour cela, nous allons ouvrir notre terminal. Et la première des choses que nous allons faire, c'est de créer le répertoire, le dossier à l'intérieur duquel vont être stockés nos différents fichiers. Alors en suivant la documentation, si vous voulez le faire par vous-même, vous pourrez choisir l'endroit, peu importe. Le principe c'est qu'en premier lieu, vous déterminez un endroit où seront conservés les fichiers. Si cet endroit existe déjà, pas besoin de le créer, mais s'il n'existe pas encore, peut-être il n'a pas le bon nom ou quoi que ce soit, faites le nécessaire. Alors nous on va créer à l'intérieur du dossier varlib un dossier SICAN default à l'intérieur duquel on va stocker donc ces fichiers. Alors, vous rentrez votre mot de passe. Bien entendu, on rappelle que l'intégralité des commandes que nous utilisons, je ne prends pas beaucoup de temps là-dessus parce que dans les ressources de ces différentes capsules, vous aurez la liste exhaustive des commandes que nous avons utilisées. Vous pourrez également les retrouver sur notre site web sokawakata.com. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a créé, parce que là c'est déjà créé, ce qu'il faut faire, c'est indiquer dans le fichier de configuration à SICAN où est-ce qu'il doit aller conserver ces fichiers. On va donc ouvrir notre fichier de production. En fait, notre fichier de configuration, dans notre cas, c'est production.ini. Et on va chercher CTRL F, Storage. Alors par défaut, il est, comment dire ça, assigné à varlib SICAN, mais nous avons créé un dossier plus particulier. Donc, SICANlib, varlib SICAN, et puis c'est default. Alors, default. Très bien. Autre chose que vous pouvez également faire, c'est de déterminer en, comment on appelle ça, en mégabytes, la taille maximale de chaque ressource. Alors, si vous décommentez cette ligne-ci, ce qui va se passer, c'est que vous allez fixer une limite pour la taille des ressources. Ça va être fixé, par exemple, à 10 mégabytes. Donc, si vous avez une ressource qui a 10,1 mégabytes, ça va être rejeté par le système.
Même chose ici, vous pouvez décommenter pour fixer une limite pour la taille des images. Ça peut être pertinent si vous allez créer une plateforme ouverte à tous les utilisateurs et que tous ces utilisateurs ne sont pas nécessairement au même niveau. Parce que quand vous créez ce genre de plateforme, vous aurez par exemple des guides qui vont expliquer et lorsque vous mettez en place vos barèmes, vos règles, il y en a qui ne vont pas les lire. Parce que le problème aussi, lorsqu'on met en place les barèmes et les règles, les guides et tout ça, parfois à un moment donné, il y a tellement de contenu que c'est très long. Et les gens scrollent, 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 ils vont accepter, ils les ont jamais lus. Et vous allez vous retrouver avec des utilisateurs qui prennent les photos directement de leur appareil photo. C'est pas mauvais en soi, ils veulent partager, que les données soient ouvertes, etc. Mais à un moment donné, ça risque peut-être alourdir votre système ou je sais pas trop quoi. Bref, il peut arriver des tas de cas de figure où vous pourriez avoir envie de limiter. Alors c'est bien beau de leur dire que n'envoyez pas des images de plus de 2 mégas, mais certains ne contrôlent même pas la taille, ils se rendent même pas nécessairement compte que les appareils photo, parfois, ça produit des images de plus de 2 mégas par exemple. Donc ils vont essayer de les envoyer pareil. Donc en limitant, si quelqu'un n'a pas lu, bon, ben, ça va le ramener à l'ordre ou pas, il va peut-être démissionner de votre portail, mais bref, ça c'est à voir. Alors, nous allons laisser ça tel quel parce que, comme vous le savez, cette machine, on va la mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin. Et pour vos propres besoins, vous pourrez ajuster ça à votre guise. Maintenant que c'est terminé, qu'on a décommenté ceci, on va donc juste sauvegarder notre fichier, sortir. La prochaine étape que nous allons faire, c'est de nous assurer que le fichier, le dossier que nous avons créé ici plus haut, qu'il est accessible par les processus système web. Nous avons installé SICAN, j'allais dire en complément, nous avons installé SICAN on top of, au-dessus de Apache. Et en général, sur Linux, dans les serveurs web, le dossier qui va piloter Apache, l'utilisateur plutôt qui va piloter Apache, ce sera 3W-Data. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est nous assurer que ce dossier-ci est que 3W-Data, l'utilisateur qui pilote les services web, qu'il ait les autorisations là-dessus. Parce qu'en général, var, lib et tout ce qui est à l'intérieur, c'est root qui domine en force là-bas. Allons voir dans var, il est où là? Var, lib, sican. Donc si par exemple j'examine sican, permission, vous pouvez voir que c'est root qui est le propriétaire. À ce stade-ci de notre processus, nous avons déjà, bon, bien entendu, notre environnement est prêt, mais nous avons déjà installé SICAN. Nous avons également installé la base de données PostgreSQL. Nous avons installé et configuré Solar. Nous avons continué en mettant à jour certains éléments dans le fichier de configuration et nous avons installé la base de données principale. Nous avons fait même des installations additionnelles d'extensions qui sont optionnelles, soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de les avoir fonctionnelles dans votre système. Donc les extensions que nous avons activées sont le Data Store, le Data Pusher et le File Store également. Si on se dirige vers comment est-ce qu'on appelle ça? Notre navigateur, et qu'on va à localhost, on va se rendre compte que SICAN est bel et bien installé. Il n'y a pas grand chose pour le moment parce que c'est une coquille complètement vide, donc pas de jeu de données, pas d'organisation, pas de groupe. Le contenu qu'il y a dans la page About à propos, bon, ben, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est juste là les informations par défaut. Alors, on peut se connecter, mais là, on se rend justement compte que nous n'avons pas de compte.
On peut décider d'en créer un, mais quand bien même on en créerait un ici, on serait juste des utilisateurs comme les autres. Or, nous sommes les administrateurs du système, donc ce serait intéressant d'avoir un compte administrateur à partir duquel on pourra contrôler la plateforme et éventuellement même les autres utilisateurs. Nous allons donc pour cela nous rendre dans notre terminal. Et dans le terminal, la première chose que nous allons faire, c'est activer l'environnement virtuel Python. Si vous voulez travailler avec CKAN et faire certaines choses d'un point de vue administration et tout, il va probablement vous falloir vous familiariser, ne serait-ce qu'un peu avec Python. Nous allons donc activer, comment est-ce qu'on appelle ça, l'environnement virtuel. Il faut se diriger vers, comment est-ce qu'on appelle ça, le binaire qui permet d'activer l'environnement virtuel dans CKAN en particulier. Et lorsque vous rentrez cette commande, par défaut c'est dans userlib CKAN default bin et le programme s'est activé. Quand vous exécutez cette commande, vous devriez voir apparaître default ici entre parenthèses. Et lorsque ça apparaît comme ça, vous comprenez que vous êtes à l'intérieur de l'environnement virtuel de Python. Donc tout ce que vous allez exécuter là ne va avoir de valeur que dans cet environnement spécifique-là. Bon, je ne vais pas entamer un cours de Python ici. Et la prochaine étape, c'est de vous diriger à l'endroit où les sources de CKAN se trouvent. Bien entendu, l'ensemble de ces commandes c'est l'ensemble qui fera partie des ressources qui viendront avec cette capsule. Donc, ça fait que oui, nous sommes dans l'environnement virtuel de Python, mais nous sommes en ce moment dans le dossier userlib CKAN default source CKAN, ou plutôt CKAN qui est dans source, qui est dans default, qui est dans CKAN, qui est dans lib, qui est dans user. La prochaine étape donc, c'est d'utiliser une commande qui va indiquer au système que l'on veut créer un utilisateur. Pour rester conforme aux recommandations et aux exemples pris dans la documentation, nous allons appeler cet utilisateur-là admin. Vous, si vous voulez faire la même chose chez vous, vous êtes libre de donner à votre utilisateur le nom qui vous plaît. Alors, les commandes sont pasteur, parce que c'est la commande qui va déclencher tout ce phénomène-là. Alors, les paramètres de cette commande sont CKAN, et ce qu'on demande à la commande de faire, c'est de créer un utilisateur. Donc, vous avez user add. Ce sont des choses qui ne vont pas changer. Par contre, le admin qui est ici, c'est le nom de l'utilisateur que vous voulez créer. Quand je dis le nom, c'est le nom du compte, le login, si vous voulez. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça dépend vraiment de vous. Mais bon, la documentation dit admin, on va y aller avec admin afin que la machine virtuelle soit la plus proche possible de ce qui est décrit dans la documentation. Et à la fin, vous fournissez juste les informations sur le fichier de configuration de votre instance. Quand vous êtes prêt, vous validez. Il va vous demander l'adresse courriel de l'administrateur. Ça peut être très pertinent si, comment dire ça, vous avez l'intention de, comment est-ce que je peux dire ça, d'installer un certain nombre d'utilitaires qui vont faire en sorte que votre système communique, envoie des courriels, etc. Là, vous auriez donc intérêt à ce que l'adresse courriel que vous allez préciser ici, là, que ce soit la bonne adresse courriel pour que s'il y a des notifications, des choses que vous devez recevoir, que l'administrateur les reçoive effectivement. Alors, nous sommes dans un environnement de démonstration. Donc, je vais mettre une adresse fantaisiste, CKAN 28.local. Lorsque vous aurez l'occasion de faire ce genre de manœuvre, mettez la bonne adresse. Et là, maintenant, il faut mettre le mot de passe. Mais attention, c'est le mot de passe de l'utilisateur que vous êtes en train de créer. Ce n'est pas le mot de passe de CKAN default. Ce n'est pas le mot de passe de Datastore default. C'est vraiment le mot de passe de cet utilisateur-ci. Donc, on va créer
Et il faut confirmer. Ah, bon, là, mon password n'était pas suffisamment long, donc je vais recommencer. Admin at sican28.local. Alors, mot de passe. Très bien. Donc, lorsque vous avez terminé avec la création de votre utilisateur, il va générer un fichier JSON comme celui, en fait un fichier. Il va générer, oui, c'est pas un fichier, mais il va générer une réponse JSON comme celle-ci. Et il y a certains détails que vous pourrez voir à l'intérieur. Donc, le nom de l'utilisateur, le display name, c'est admin. L'adresse courriel, bon, ici je l'ai défini tel quel, mais vous pourrez l'échanger. Il y a soit par API, soit par plein d'autres choses, par l'interface même également. Quand est-ce que ça a été créé? Qu'est-ce qui peut encore être vraiment... En fait, tout est pertinent, il est actif. Par contre, ici, vous voyez sysadmin false, c'est-à-dire que ce n'est pas un administrateur système. Ça va être notre prochaine étape. L'autre chose qui peut être importante, et qui va l'être même à certains endroits, surtout si vous voulez utiliser des API, c'est la clé API de votre utilisateur. Donc, il faudrait la noter quelque part si vous voulez interagir avec votre système par API. Très bien. Donc, nous avons vu que notre utilisateur, c'est un utilisateur, mais ce n'est pas un administrateur. D'ailleurs, si nous venons ici, voyons si on peut déjà se connecter. Localhost. Alors, login. Si on met admin, je vais enlever le remember me pour le moment. Oups, j'ai oublié. Est-ce que j'ai mis le bon mot de passe? Je suis pas sûr. Ah, ok, c'est parfait. Ça a marché. Ce que je devrais juste faire ici, c'est mettre ici localhost. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je change tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. Je vais corriger cela tout de suite. La prochaine étape va donc être de rendre notre utilisateur, de le transformer en administrateur système. Pour cela, nous allons utiliser une autre commande paster. Sauf que cette fois-ci, la commande que nous allons utiliser dans le plugin Sigan, c'est sysadmin add, c'est-à-dire on voudrait ajouter parmi le groupe des sysadmins, et ici on passe en paramètre le nom de l'utilisateur qui doit être transformé en administrateur système. On passe toujours en paramètre également l'emplacement où se situe notre fichier de configuration. Maintenant, notre utilisateur est sysadmin. Alors, comme nous sommes dans un environnement de développement et que nous n'avons pas, comment dire ça, mis en place, comment est-ce que je pourrais vous dire ça, toutes les redirections pour que notre nom de domaine soit, par exemple, dans notre cas, sican28.local, ce que nous allons faire, c'est que nous allons repartir dans le fichier de configuration. Et nous allons corriger l'adresse URL de notre site web. Alors, l'adresse URL de notre site web, je pense que j'ai traversé. Oups, si vous voyez, ok, c'est ici.
La dernière chose que nous allons faire pour que notre installation de SICAN soit complète, c'est de transformer, c'est de franciser en fait l'interface de notre plateforme. Ok, vous pouvez constater que c'est en anglais, mais SICAN vient disponible en plusieurs langues. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons le transformer en français, le franciser. Alors pour cela, on va rentrer dans le fichier de configuration. Vous le connaissez déjà par cœur. Et là, on va essayer de chercher, voyons donc. Ok, au niveau des paramètres d'internationalisation. Alors par défaut, c'est en anglais. Donc ce que nous allons lui demander, c'est de mettre l'interface par défaut en français. Autre chose que nous allons faire, c'est l'ordre d'affichage des langues. Nous allons faire apparaître le français en première position. Donc le FR qui est là, on va l'enlever et on va le mettre ici, FR. On va sauvegarder, on va fermer et on va relancer nos serveurs. En général, Apache suffit, hein, vous n'êtes pas obligé de relancer aussi Nginx. Je préfère relancer toujours les deux. Et lorsque c'est fait, vous faites un F5 dans votre navigateur. Et là, vous pouvez constater que votre interface est pleinement francisée. Jeu de données, organisation à propos. Est-ce que le contenu a été traduit? Non, non. C'est juste certains termes qui sont francisés. Et on vous connaît même dans l'interface de connexion, tout est francisé. Donc, disposition un certain nombre de ressources. Pour pouvoir les utiliser, il faudra vous rendre dans la section des ressources et puis les télécharger, les avoir avec vous. Parmi l'une des ressources qu'on a mises à votre disposition, il y a un certain nombre de machines virtuelles, ou plutôt il y en a une machine virtuelle qui correspond à SICAN 2.8, mais avec une configuration compatible aux machines 64 bits. Donc il faudra télécharger l'image si vous voulez l'utiliser. Si vous ne voulez pas vous-même passer par les différentes étapes qui vont vous permettre de déployer SICAN sur votre poste de travail, vous pouvez juste télécharger cette ressource-ci sur votre machine et puis l'utiliser. Dès que vous allez l'utiliser, vous aurez un environnement pleinement fonctionnel. Nous allons voir comment est-ce que cela peut être possible. Alors, c'est un fichier quand même volumineux. Il fait un peu plus de 8 Go, donc ça va prendre quelques secondes avant d'être complété. Mais parallèlement à cela, nous avons également le guide détaillé, des instructions que nous avons, par lesquelles nous sommes passés au cours des sessions précédentes. Donc si vous voulez suivre en même temps que nous, il vous suffira d'examiner ce guide-ci et d'y aller étape par étape avec nous. Donc, vous pouvez constater que chaque étape a été mise de l'avant et chaque opération a été expliquée avec les commandes que nous avons utilisées. Donc, dans les vidéos, nous n'avons pas nécessairement pris le temps d'expliquer chaque commande ou de détailler les éléments qui constituent chaque commande. Et si vous êtes un peu nouveau sur Linux, ben, ce sera peut-être plus simple pour vous de juste copier ces commandes-ci et de les utiliser dans votre terminal, dans votre environnement de test ou de travail. Alors, toutes les commandes sont là, étape par étape. Vraiment, tout est ici, là, et donc il faudra juste vous baser sur ce document-ci. Parallèlement, nous avons également les codes d'accès. Dans le cas où vous décidez d'utiliser la machine virtuelle dont nous avons parlé ici, de SICAN 2.8, vous avez ici tous les codes d'accès, nom d'utilisateur, mot de passe que nous avons utilisés. Ça fait que si vous voulez faire des modifications
complémentaires, des ajustements, ou tout simplement vous connecter à la plateforme et commencer à l'utiliser, vous serez capable de le faire. Alors pour accéder au poste de travail, voici les paramètres. Le nom de l'utilisateur c'est SICAN, le mot de passe c'est SICAN. Oui, je sais, c'est extrêmement sécurisé, inviolable. Pour la base de données PostgreSQL, le serveur, c'est sur localhost parce qu'il faut rappeler que dans notre configuration, nous avons installé SICAN et tous les éléments prérequis, les autres services sur le même poste de travail. Dans un vrai environnement de production, il se peut très bien que vous décidiez de mettre SICAN sur un serveur, la base de données sur un deuxième serveur qui est complètement séparé, Redis, Solar sur un troisième serveur, etc. Tout dépend de jusqu'à quel point vous souhaiteriez que votre infrastructure soit robuste. Mais pour la démonstration, pour l'environnement de développement, nous avons tout rassemblé sur le même serveur. Et ce serveur-là, c'est le serveur local, localhost. Vous avez donc le nom des bases de données, le nom des utilisateurs propriétaires, les mots de passe pour la base de données SICAN Default, pour la base de données Datastore Default. Et pour la plateforme proprement dite de SICAN, il y a un utilisateur qui s'appelle admin, dont le compte est admin et le mot de passe est administration. Alors si vous voulez, vous ne voulez pas nécessairement passer par toutes les étapes que nous avons mentionnées pour installer vous-même la plateforme SICAN, vous pouvez tout juste télécharger cette image-ci. C'est une image VDI, c'est un fichier VDI, c'est-à-dire que pour pouvoir l'exploiter, il faudrait que vous ayez dans votre système VirtualBox. Une fois, je vais donc supposer que vous avez installé VirtualBox sur votre système, que vous avez déjà récupéré l'image qui s'intitule SICAN28-64.vdi, parce que c'est pour une image 64 bits. Voilà comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir l'installer. On rappelle que cette image-ci fonctionne dans des environnements 64 bits, donc même si vous utilisez par exemple VirtualBox, il faudrait que votre système soit capable de virtualiser les systèmes 64 bits. Si vous n'êtes pas capable de le faire, il faudra probablement essayer d'installer votre plateforme sur un environnement 32 bits, et ça c'est un sujet pour un autre jour. On suppose donc que vous avez l'image qui est quelque part dans votre environnement, vous y avez accès. On suppose également que vous avez déjà installé VirtualBox dans votre environnement de travail, sur votre poste de travail. On suppose également que vous avez un minimum de 4 Go de RAM pour votre poste de travail, parce que ce qui va se passer, c'est que pour tester SICAN dans l'environnement virtuel, on va supposer que vous allez lui allouer 2 Go de RAM. Si vous en avez plus, vous pouvez allouer 3 Go, 4 Go, 250 Go. Tout dépend de la puissance que vous avez sur votre ordinateur. Il se peut même que vous soyez capable de tester cet environnement, même sur 1 Go. C'est juste que ce sera beaucoup trop restrictif. Donc, on vous recommanderait d'avoir 2 Go d'espace de disponible. Et en termes d'espace disque, il vous faudrait globalement avoir, on va dire, 10 Go de disponible sur votre disque dur pour pouvoir utiliser cette machine virtuelle. Mais la machine virtuelle a été configurée pour aller jusqu'à 150 Go d'espace disque, si jamais vous voulez l'utiliser de manière intense. Alors, comment faire pour installer la machine virtuelle? Une fois qu'elle est téléchargée et que VirtualBox est installé, il vous suffit d'ouvrir VirtualBox, comme c'est le cas, de cliquer sur l'icône nouvelle. Et ici, vous allez donner un nom à votre machine virtuelle. Donc, le nom, ça dépend de vous. Ça peut être mon test, ça peut être Cobaye SICAN, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Le nom que vous allez donner va juste vous permettre d'identifier la machine que vous êtes en train de tester. Donc, je vais l'intituler par exemple test SICAN. Ici, au niveau du type, il faut indiquer au système, comment dire ça, quelle est la nature du système d'exploitation qui est contenu ici à l'intérieur. Alors, c'est un système Linux et particulièrement, nous avons déployé sur Linux Mint, qui est
la fille spirituelle de Ubuntu, si vous voulez. Donc on va laisser Ubuntu, et ça c'est une image 64 bits. Donc on va laisser 64 bits ici. Donc vous donnez le nom que vous voulez dans la zone nom. Au niveau du type, vous choisissez Linux. Au niveau de la version, vous choisissez 64 bits. Si vous n'avez pas d'option pour 64 bits, ça veut dire peut-être que la virtualisation n'est pas activée sur votre poste de travail. Alors, soit, si vous êtes sûr que votre système est compatible 64 bits, il faudra trouver le moyen d'activer les fonctions 64 bits. En général, c'est dans le BIOS. Soit il faudra essayer de réussir à installer SICAN sur une version 32 bits plutôt. Alors, dans notre cas, c'est 64 bits. On va aller à suivant. Prochaine étape, il faut fixer la mémoire RAM que vous souhaitez allouer à cette machine virtuelle. Alors nous, on vous recommande d'utiliser au minimum 2 Go, ce qui veut dire 2048, mais tout dépend de la puissance que vous avez de disponible. Par exemple, sur le poste de travail où je me trouve, j'ai 12 Go de RAM, donc je suis capable de lui allouer 4, 5, 6, je peux même aller jusqu'à 8, je peux même aller un peu plus, mais vous voyez que c'est rouge ici parce que, dépendamment de votre configuration, le système va vous indiquer jusqu'où est-ce qu'il est recommandé de ne pas aller. Alors nous, on vous suggère d'allouer au moins 2 Go, ça fait 2048. Vous ajusterez en fonction de ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez alloué la mémoire vive, vous cliquez sur suivant. Au niveau de la troisième étape, celle qui va, comment dire ça, vous permet de configurer le disque dur. Comme nous avons déjà le disque dur, parce que l'image que nous avons donnée, c'est l'image d'un disque dur, on ne va pas cliquer sur créer un disque dur virtuel, mais on va plutôt sélectionner utiliser un fichier de disque dur virtuel existant, parce qu'il existe ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur l'icône qui vous permet de naviguer dans votre système. Et là, vous allez accéder à l'endroit où se trouve l'image dans votre système. Alors ici, c'est sur le bureau, donc on va sélectionner et on va cliquer sur ouvrir. Dès que vous allez cliquer sur ouvrir, vous allez constater ici qu'il considère que c'est un disque dur de 150 Go comme on vous l'a dit. Comme on l'a créé de manière dynamique, ça fait que au moment où vous téléchargez l'image, ça fait juste 8 Go, un peu plus de 8 Go d'espace. Mais si vous l'utilisez intensément jusqu'à remplir l'image, ça peut aller jusqu'à 150 Go. Et lorsque vous êtes prêt, vous cliquez juste sur le bouton créer. Alors, nous sommes ici. Donc, on va la dégager, on va la mettre là. Voyons voir. Alors, chez vous, ce ne sera probablement pas le cas parce que vous n'aurez peut-être pas autant de machines virtuelles. Chez Soka Wakata, nous testons les systèmes, nous les mettons à l'épreuve, donc nous en avons quand même pas mal. Vous aurez probablement juste votre machine virtuelle ici. Si vous voulez créer un groupe pour étudier la machine à part, vous pouvez cliquer avec le bouton droit dessus et sélectionner grouper. Et là, on va créer un groupe. On va fermer ceci. On va créer un groupe que nous allons renommer ici SICAN. Vous n'êtes pas obligé de créer le groupe, c'est juste que ça permet de vous retrouver plus facilement dans votre environnement. Et là, votre machine virtuelle est prête. Une fois que votre machine a été installée dans votre environnement, si vous voulez tester SICAN et la plateforme, il vous suffit de sélectionner dans VirtualBox votre machine et de cliquer sur le bouton démarrer. Vous prenez votre mal en patience, dépendamment de la puissance de votre processeur, de la mémoire vive, de comment votre système se comporte. Ça va prendre plus ou moins de temps, en secondes toutefois. Patientez juste un peu. Bon, vous pouvez mettre à disposition votre fichier de code d'accès. Alors je vais déplacer un peu la fenêtre ici. Et voilà, donc notre système a démarré.
Alors le nom d'utilisateur c'est SICAN et pour le poste de travail ou la machine virtuelle et le mot de passe c'est SICAN également. Donc ici au niveau du mot de passe, vous cliquez et vous rentrez SICAN. Vous validez. Dépendamment de ce que vous voulez faire, il faudra peut-être changer ici la taille de votre écran. Par exemple en HD, on va redimensionner en 1280 x 720. Parfois, il faut redémarrer après avoir choisi. Est-ce que j'ai choisi? Oui, j'ai choisi. 1280 x 720. Donc parfois il faut vous déconnecter pour que les modifications prennent effet. Et là maintenant, je peux encore retaper SICAN. Et j'ai le poste de travail qui est disponible. Alors, comme on vous l'a expliqué, le disque dur que vous avez en accès en téléchargement ici, il s'agit d'un système Linux Mint 18.3, 64 bits. Nous avons pris le bureau XFCE parce qu'il est un peu léger. C'est la raison pour laquelle on vous suggère d'utiliser 2 Go de RAM au minimum. Parce qu'avec XFCE, 2 Go, c'est très supportable. Alors, les codes sont ici. Pour le poste de travail, SICAN, SICAN. Maintenant, si vous voulez tester, comment est-ce qu'il s'appelle? SICAN, proprement dit, il vous suffit d'ouvrir le navigateur. Et de taper localhost dans la barre de navigation. Donc rendu au terme de notre parcours, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons déployer un portail de données ouverte en local sur notre poste de travail grâce à SICAN. Pendant ce cours, qui consistait à déployer le portail en local, nous avons vu comment est-ce que on pouvait préparer notre environnement et nous rappelons que la méthode que nous avons utilisée marche particulièrement bien si vous avez un poste ou un environnement de travail basé sur Linux 64 bits, que ce soit en local ou chez un hébergeur web comme DigitalOcean, etc. Aussi longtemps que vous aurez un tel environnement, ce sera possible. De préférence également, pour utiliser cette méthode, il faudrait que votre environnement soit un dérivé de Ubuntu 16.04. Autre élément, nous avons vu comment installer les services prérequis parce que SICAN, pour pouvoir fonctionner pleinement, aura besoin d'un certain nombre d'autres éléments comme Apache, Nginx, Redis, le mode WSGI, etc. Nous avons installé et configuré SICAN. L'installation est relativement rapide. Cependant, le gros de l'installation de SICAN, le gros du paramétrage de SICAN s'effectue à l'intérieur du fichier de configuration. Si vous avez suivi les étapes de notre processus, vous devriez avoir ce fichier de configuration qui s'appelle production.ini et qui se trouve dans etc. Nous avons vu comment finaliser les étapes principales pour que SICAN puisse marcher de manière nominale. Il y a un certain nombre d'étapes à faire, comme par exemple installer PostgreSQL, initialiser la base de données, créer les utilisateurs. Après avoir fait cela, votre système est prêt pour fonctionner de manière minimale. Cependant, nous avons également vu les étapes facultatives qui pouvaient ajouter une certaine couche dans votre expérience du portail. Il s'agissait par exemple d'installer et d'activer les extensions comme le Data Store, comme le Data Pusher, comme le File Store. Et bien entendu, nous avons francisé notre interface.
À la fin, nous avons examiné comment se servir des ressources parce que nous avons mis à votre disposition un certain nombre de ressources. Si vous n'êtes pas familier à Linux, nous avons fourni des liens vers une série de cours et de capsules qui pourront vous aider à vous y retrouver un peu en ce qui concerne les systèmes Linux. Si en plus vous ne savez pas comment installer Linux sur votre poste de travail, peut-être parce que vous êtes sur Windows ou peut-être sur Mac et vous aimeriez tester par exemple Cycane, mais vous n'avez pas un environnement de travail direct qui soit Linux, on a également mis à votre disposition dans les liens des ressources des capsules qui vont vous permettre d'installer facilement une machine virtuelle. Et dans le cas où vous ne souhaiteriez pas passer par toutes les étapes que nous avons démontrées dans les capsules précédentes et vous souhaiteriez directement utiliser votre environnement de travail pour tester le portail de données, voir comment ça fonctionne, comment le personnaliser, etc. Nous avons également mis à votre disposition une machine virtuelle que vous pouvez télécharger. Elle, j'allais dire, elle mesure, elle comporte 8 Go. Elle a un espace de 8 Go et vous pouvez également l'installer directement sur votre poste de travail pour avoir un environnement directement fonctionnel et prêt à l'emploi. Parmi les ressources, nous avons produit un guide qui revient en détail sur les étapes par lesquelles nous sommes passés et qui va également vous donner les commandes exactes que nous avons utilisées pour pouvoir mettre en place notre environnement de travail. Vous aurez également les codes d'accès dans le cas où vous voulez utiliser la machine virtuelle que nous avons mis à votre disposition et qui va vous permettre de pouvoir interagir plus facilement avec votre système.